Derrière les portes closes des plus beaux hôtels particuliers de Paris se cachent parfois les secrets les plus sombres. Imaginez posséder tout ce dont on peut rêver, une richesse incalculable, une influence sans limite et un mariage envié par la France entière. Mais que se passe-t-il lorsque cette perfection n'est qu'une illusion et qu'un seul scandale menace de faire s'effondrer votre empire ? Voici l'histoire incroyable de Geneviève de Valois. Une femme publiquement humiliée et trahie par son mari, l'un des milliardaires les plus puissants du pays. Mais ceux qui s'attendaient à la voir pleurer dans l'ombre avaient tort, très tort. Préparez-vous à découvrir une véritable partie d'échecs où la trahison, la manipulation et l'argent se heurtent à la dignité inébranlable d'une femme qui a refusé d'être une victime. Installez-vous confortablement, car cette histoire va vous prouver que la meilleure des revanches est le succès. Une vie parfaite, un sublime hôtel particulier dans le 7e arrondissement de Paris et une histoire d'amour que le monde entier enviait. C'était la vie de Geneviève de Valois, jusqu'à ce qu'un seul gros titre ne vienne briser cette illusion. La maîtresse du milliardaire Philippe de Valois est enceinte. Le tout Paris a retenu son souffle, s'attendant à un arrangement discret. Mais ils avaient sous-estimé Geneviève. Lorsqu'elle a demandé le divorce, le titan de l'industrie qui mettait les marchés à genoux a été réduit à supplier sur les sols en marbre qu'il commandait autrefois. Ce n'est pas seulement une histoire d'infidélité. C'est la saga d'une femme qui a refusé d'être une simple note de bas de page dans sa propre vie. Restez avec nous alors que nous démêlons les rebondissements choquants et les trahisons qui prouvent que même dans un monde d'une richesse inimaginable, certaines choses n'ont pas de prix. Geneviève de Valois traversait la grande salle de bal du musée d'Orsay avec la grâce habituelle d'une reine observant sa cour. Le gala annuel de la Fondation de Valois était le joyau incontesté du calendrier philanthropique parisien. Une soirée où l'ancienne noblesse et la nouvelle technologie se mêlaient sous la douce lueur des lustres en cristal sur mesure. Chaque détail, des orchidées en cascade qui semblaient couler du plafond jusqu'au chef étoilé, supervisant personnellement les amuse-bouches, portait sa touche méticuleuse. Pour le monde extérieur, elle était l'épouse impeccablement vêtue et toujours souriante de l'énigmatique milliardaire Philippe de Valois. Elle faisait l'envie de millions de personnes. La femme qui avait tout. Philippe, un homme dont le nom était synonyme de pouvoir dans le monde financier, se tenait de l'autre côté de la pièce, tel un véritable roi tenant cour. Il était d'un charme naturel, son costume sur mesure épousant sa silhouette athlétique, alors qu'il riait avec un sénateur et un magnat de la technologie. Ses cheveux bruns commençaient tout juste à être effleurés d'argent sur les tempes, une touche de distinction qui ne faisait qu'ajouter à son allure. De cette distance, il formait un portrait de pouvoir et de perfection, le couple en or de l'élite mondiale. Mais Geneviève connaissait la vérité. La cage dorée restait une cage. Leur vie, autrefois un tourbillon de passions sincères et de rêves partagés, s'était lentement, presque imperceptiblement, refroidie pour devenir un arrangement contractuel. Les voyages spontanés dans leur domaine privé en Provence avaient été remplacés par des apparitions méticuleusement programmées lors d'événements caritatifs. Les secrets chuchotés au cœur de la nuit avaient laissé place au silence stérile de leur vaste hôtel particulier, un espace si immense qu'ils pouvaient passer une journée entière sans se croiser. Geneviève ajusta la bretelle de sa robe Dior vintage, dont la soie saphir profond s'accordait parfaitement avec le légendaire saphir des Valois qui reposait contre sa clavicule. Le collier était un cadeau de mariage de Philippe, symbole de son prétendu amour éternel, qui ressemblait désormais davantage à un magnifique et lourd collier de chien. Elle échangea des banalités avec une comtesse dont la lignée remontait à l'Ancien Régime. Son sourire ne faiblissait jamais. Son esprit restait vif et engageant. Elle était experte pour jouer son rôle. Elle le devait. La première secousse qui menaça de briser son monde si soigneusement construit ne vint pas d'une confrontation dramatique,
mais de la lueur insidieuse de l'écran d'un smartphone. Une jeune journaliste ambitieuse d'un blog mondain peu connu, désireuse de se faire un nom, a brandi son téléphone vers une connaissance à proximité. Le regard de Geneviève, toujours observateur, a aperçu le gros titre avant qu'il ne soit rapidement détourné. Mais il était trop tard. Les mots s'étaient déjà gravés dans son esprit. Chloé Lefèvre, jeune starlette montante, laisse entrevoir un ventre arrondi valant des milliards. Des sources proches de l'actrice affirment que le père est l'un des hommes mariés les plus puissants de Paris. La photo qui l'accompagnait était un cliché de paparazzi montrant une jeune femme d'une beauté époustouflante, aux cheveux roux flamboyants et à la moue défiante, la main posée de manière protectrice sur un gonflement à peine visible sous une robe moulante. Chloé Lefèvre. Geneviève connaissait ce nom. C'était la nouvelle fille en vogue, une actrice avec une série de rôles mineurs et un talent majeur pour l'autopromotion. Philippe avait récemment investi dans son dernier film, un drame indépendant sombre qu'il avait loué comme une nouvelle voix audacieuse du cinéma français. Il avait assisté à l'avant-première avec Geneviève, bien sûr, mais il avait aussi participé seul à de nombreuses réunions de production, à des révisions de scénarios tard dans la nuit et à des dîners de célébration. Une angoisse glaciale, aiguë et indésirable se glissa le long de la colonne vertébrale de Geneviève. C'était un sentiment familier, un sentiment qu'elle réprimait depuis des mois, voire des années. Les nuits tardives qu'il attribuait à la conclusion d'un accord à Tokyo, le léger parfum inconnu sur ses chemises, les voyages d'affaires soudains et fréquents sur la Côte d'Azur où Chloé était installée. Elle avait choisi de croire à ses mensonges, d'accepter ses explications plausibles. C'était plus facile ainsi. Affronter l'alternative, c'était risquer de faire exploser les fondations mêmes de sa vie. Elle s'excusa de la conversation d'un signe de tête poli, le cœur martelant ses côtes. Elle avait besoin d'air. En se dirigeant vers la galerie des sculptures, moins bondée, elle sentit le poids de centaines d'yeux braqués sur elle. Les murmures avaient déjà commencé, une vague de spéculation se propageant à travers le gala comme une contagion. Était-ce vrai? Le savait-elle? Comment allait-elle réagir? Elle n'était plus seulement Geneviève, elle était un spectacle. Elle trouva une alcôve tranquille derrière une imposante statue en bronze d'Hercule. S'appuyant contre la pierre froide, elle sortit son propre téléphone, les doigts tremblant légèrement alors qu'elle tapait le nom de Chloé Lefèvre dans la barre de recherche. L'article de blog était désormais le premier résultat, déjà repris par des sites de potins plus grand public. La section des commentaires était un nid de vipères d'insinuations et d'accusations à peine voilées. Tout le monde sait que c'est Philippe de Valois, la façon dont il l'a regardée sur le tapis rouge. Pauvre Geneviève, elle a tellement de classe, elle ne mérite pas ça. S'il vous plaît, elle savait dans quoi elle s'embarquait. C'est une transaction. Chaque mot était une petite lame tranchante. Le dernier commentaire la piquait au vif, car il faisait écho à une peur qu'elle nourrissait secrètement. Leur histoire d'amour, celle qui avait captivé le monde, avait-elle vraiment été réduite à une simple transaction? Elle se souvint de leur début, une rencontre fortuite dans une galerie d'art à Paris. Il n'était pas encore le grand Philippe de Valois, juste un jeune financier brillant et affamé, avec une étincelle dans les yeux qui promettait l'aventure. Il l'avait courtisée sans relâche, non pas avec de grands gestes vides, mais avec des conversations réfléchies, des rires partagés et une intensité qui lui donnait l'impression d'être la seule femme au monde. Il l'avait aimée, elle en était sûre. Mais quand cet amour s'était-il transformé en complaisance? Son téléphone vibra dans sa main. C'était un SMS de sa meilleure amie, Béatrice, une marchande d'art à l'esprit vif qui n'avait jamais totalement fait confiance à Philippe. « Alors, tu vois ça?
Appelle-moi dès que tu quittes ce cirque. Ne les laisse pas voir que tu transpires. » Les mots de Béatrice étaient une bouée de sauvetage, un rappel qu'elle n'était pas entièrement seule dans cette cage dorée. Prenant une profonde inspiration tremblante, Geneviève lissa sa robe, redressa les épaules et composa ses traits en un masque de sereine indifférence. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Elle retournerait dans cette salle de bal, la tête haute, et jouerait son rôle à la perfection jusqu'au baisser de rideau final. En rentrant dans le hall principal, elle vit Philippe la chercher. Une lueur indéchiffrable passa dans ses yeux. Inquiétude, ou était-ce de la culpabilité ? Il s'avança vers elle, son sourire public fermement en place. « Tu es là, dit-il, sa voix, un murmure grave, ne s'adressant qu'à elle. Je commençais à m'inquiéter. Tout va bien ? » Geneviève croisa son regard. Ses propres yeux étaient aussi froids et impénétrables que le saphir à son cou. Elle lui adressa un petit sourire énigmatique. « Tout est parfait, chérie, » répondit-elle, sa voix douce comme de la soie. « Absolument parfait. » Mais alors qu'il la ramenait dans la foule, sa main posée au creux de son dos, elle savait que c'était un mensonge. Rien n'était parfait, et rien ne serait plus jamais comme avant. La secousse s'était transformée en tremblement de terre, et les fondations de son monde commençaient à se fissurer. L'humiliation publique n'était que le début. Le véritable drame, s'en doutait-elle, était sur le point de se dérouler derrière les portes closes de leur palais du 7e arrondissement, et ce serait une tempête aux proportions épiques. Le trajet de retour à l'arrière de la Mercedes classe S noire sur mesure fut une véritable leçon de guerre silencieuse. L'espace caverneux, habituellement un sanctuaire de cuir moelleux et de confort feutré, semblait étouffant. Le doux bourdonnement du moteur était un rugissement dans le silence oppressant qui s'étirait entre Geneviève et Philippe. Il n'arrêtait pas de lui jeter des coups d'œil, la mâchoire serrée, les doigts tapotant un rythme nerveux sur son genou. Elle gardait le regard fixé sur la tapisserie scintillante de la ligne d'horizon parisienne qui défilait derrière les vitres teintées, chaque monument familier semblant désormais étranger et distant. « Tu comptes dire quelque chose ?» finit par rompre le silence Philippe, alors que la voiture s'arrêtait en ronronnant dans le garage souterrain privé de leur immeuble. Geneviève se tourna vers lui, l'expression illisible. « Qu'y a-t-il à dire, Philippe ? Internet semble avoir déjà tout dit. » Sa voix était dénuée d'émotion, un ton calme et plat qui était bien plus troublant que n'importe quel cri ou sanglot n'aurait pu l'être. Ce sont des ragots, des mensonges tissés par une fille désespérée à la recherche d'un gros chèque, dit-il, la voix teintée d'une arrogance méprisante qui grinçait sur ses nerfs déjà à vif. « Tu sais comment ces choses fonctionnent, tu ne peux pas y croire. »« Croire quoi exactement ?» rétorqua-t-elle, les yeux plissés. « Que tu as une liaison avec une femme qui a la moitié de mon âge ou qu'elle porte maintenant ton enfant. Quelle partie est un mensonge, Philippe ? Sois précis. » La franchise de la question sembla le stupéfier momentanément. Il était habitué à sa diplomatie, à sa volonté de lisser ses transgressions sous un vernis de déni poli. Il ouvrit la bouche, puis la referma, comme un poisson cherchant son souffle. « C'est compliqué, » réussit-il finalement à formuler, une expression fourre-tout pathétique qui était un aveu en soi. « Compliqué. » Geneviève laissa échapper un petit rire sans joie. « Non, Philippe, c'est en fait très simple. Tu as rompu tes vœux, tu m'as humilié, et tu l'as fait de la manière la plus publique et la plus vulgaire qui soit. » Elle n'attendit pas de réponse. Le chauffeur avait déjà ouvert sa portière, et elle s'engouffra hors de la voiture et dans l'ascenseur privé, laissant Philippe se précipiter derrière elle. La montée vers l'hôtel particulier fut rapide et silencieuse. Au moment où les portes en bronze poli s'ouvrirent pour révéler leur somptueux hall d'entrée,
Les faux semblants de courtoisie s'évaporèrent complètement. « Écoute-moi, la supplia-t-il, la suivant alors qu'elle marchait d'un pas décidé dans le couloir aux allures de galerie d'art, ses talons claquant un staccato furieux sur le sol en marbre. « Chloé est instable. Elle essaie de me soutirer de l'argent. Mon équipe juridique s'en occupe déjà. Tout va disparaître. » Elle s'arrêta au centre du vaste salon, un espace dominé par une immense fenêtre offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel et les Invalides. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, indifférentes au drame qui se jouait loin au-dessus d'elle. « Tu crois qu'il s'agit d'argent » demanda-t-elle en se tournant vers lui, les yeux flamboyants d'un feu qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Tu crois que tu peux juste jeter tes avocats et ton argent là-dessus et faire disparaître le problème ? Ce n'est pas une OPA hostile, Philippe. C'est ma vie, notre vie. Je sais que j'ai fait une erreur, dit-il, la voix s'adoucissant alors qu'il faisait un pas de plus. Il tendit la main vers elle, mais elle recula comme si son contact était une allumette enflammée. Je me sentais seule. Tu as été si distante ces derniers temps, Geneviève. C'est comme vivre avec une belle étrangère très polie. L'audace de son accusation était stupéfiante. « Distante ?» répéta-t-elle, la voix montant dans l'incrédulité. « Moi, j'ai été distante. J'ai maintenu cet empire debout pendant que tu parcourais le monde en jet, cédant à tes moindres caprices. J'organise tes dîners, je charme tes partenaires commerciaux, je gère tes œuvres de charité et j'élève notre fils. Quand exactement as-tu eu le temps de te sentir seule, Philippe ? Entre 2 réunions du conseil d'administration et tes rendez-vous galants avec ta maîtresse instable ? » L'évocation de leur fils, Mathieu, resta suspendue dans l'air entre eux. Mathieu, leur garçon brillant et sensible de 20 ans, était loin à Sciences Po Paris, heureusement à l'abri des retombées immédiates du scandale. Mais Geneviève savait que ce n'était qu'une question de temps avant que le poison ne l'atteigne. La pensée de sa douleur, de la désillusion qu'il ressentirait, était la seule chose qui menaçait véritablement de briser son sang-froid. « Ne mêle pas Mathieu à ça », la prévint Philippe d'une voix sourde. « Il y est déjà mêlé, rétorqua-t-elle. Il est un Valois, ton fils, l'héritier de ce cirque. Comment suis-je censée lui expliquer ça, que son père, l'homme qui l'idolâtre, est sur le point d'avoir un enfant avec une actrice de série B dont il a lu l'histoire dans un magazine à Potin ?» La dispute fit rage, un torrent d'accusations et de récriminations qui avait été refoulé pendant des années. Chaque ressentiment inexprimé, chaque indiscrétion passée sous silence jaillit à flots. La froide et posée Madame de Valois n'était plus, remplacée par une femme poussée à bout. Elle ne se battait plus pour son mariage, elle se battait pour sa dignité, pour les lambeaux de la femme qu'elle avait été avant de devenir une marque. Finalement épuisée et à vif émotionnellement, une clarté terrifiante l'envahit. Elle regarda l'homme qui se tenait devant elle, l'homme qu'elle avait autrefois aimé si farouchement, et elle vit un étranger. Ses appels à la compréhension résonnaient désormais comme des excuses creuses. Ses promesses d'arranger les choses étaient les assurances vides d'un homme qui croyait que son pouvoir était sans limite. Elle se dirigea vers le piano à queue, un magnifique Pleyel. Elle ne jouait presque plus et ramassa une photographie dans un cadre en argent. C'était le jour de leur mariage, une image en noir et blanc de 2 jeunes pleins d'espoir, le visage radieux de joie. Elle la fixa un long moment, puis la reposa avec une conclusion silencieuse. « Je veux que tu partes, Philippe, dit-elle, sa voix d'un calme troublant à nouveau. » Il la dévisagea, ne comprenant pas. « Comment ça, partir ? C'est chez moi ?»« C'est chez nous, » le corrigea-t-elle, « et ce n'est plus un lieu de paix. Je veux que tu fasses un sac et que tu ailles dans l'un de tes hôtels. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir, Geneviève. Ne sois pas ridicule. » Il ricana, recourant à sa tactique habituelle pour la rabaisser. « Nous pouvons surmonter ça.
Nous sommes les Valois, nous n'abandonnons pas. » « Je n'abandonne pas, dit-elle, le regard dur comme l'acier. Je survis. » Comme il ne faisait aucun mouvement pour partir, elle s'approcha de l'interphone au mur. « Antoine, dit-elle d'une voix assurée, veuillez demander au chauffeur de monsieur de ramener la voiture du garage. Il s'en va pour la nuit. » Le visage de Philippe était un masque de fureur et d'incrédulité. Il était chassé de sa propre maison par sa propre femme. C'était un scénario tellement en dehors de son champ d'expérience qu'il en resta momentanément sans voix. Il se dirigea d'un pas lourd vers l'aile des chambres, et elle put entendre le bruit des tiroirs qu'on ouvre violemment et des cintres qu'on racle sur une penderie. Quelques minutes plus tard, il émergea en portant un petit sac de voyage en cuir. Il s'arrêta à la porte, son arrogance remplacée par une lueur de véritable désespoir. « Ne fais pas ça, Geneviève, » dit-il, la voix se brisant légèrement. « Ne jette pas 25 ans par la fenêtre pour ça. »« C'est précisément pour ces 25 ans que je fais ça, » répondit-elle sans le regarder. « Je t'ai donné 25 ans de ma vie, Philippe. Je ne te donnerai pas une minute de plus de mon respect de moi-même. » La lourde porte se referma derrière lui, avec un léger déclic, un son qui semblait faire écho à la clôture finale et définitive d'un chapitre de sa vie. Le silence qui s'abattit sur l'hôtel particulier était différent cette fois. Il n'était pas oppressant, il était libérateur. Pour la première fois depuis des années, Geneviève de Valois était véritablement seule. Et dans cette solitude, une nouvelle résolution commença à prendre forme. Il ne s'agissait pas seulement d'une séparation, il s'agissait d'une reconquête. Le lendemain matin, alors que la ville bourdonnait encore de la nouvelle de la prétendue liaison de Philippe, Geneviève passa un appel téléphonique, non pas à son attaché de presse, non pas à ses amis, mais à un nom qui semait la terreur dans le cœur des hommes les plus puissants du pays. Maître Solange Girard, l'avocate spécialiste des divorces la plus redoutable. « Maître Girard, c'est Geneviève de Valois, » dit-elle d'une voix claire et résolue. « J'aimerais prendre rendez-vous dès que possible. J'ai décidé de demander le divorce. » La nouvelle de la demande de divorce de Geneviève frappa Philippe comme un coup physique. Il se trouvait dans son immense bureau au dernier étage de la tour de Valois à la Défense, un monument de verre et d'acier dédié à sa propre réussite, lorsque son avocat personnel, un homme habitué à traiter des fusions de plusieurs milliards d'euros, lui annonça la nouvelle avec la solennité sinistre d'un médecin diagnostiquant une maladie en phase terminale. « Elle a engagé Solange Girard, » dit l'avocat, maître Étienne Moreau, à voix basse. Ce nom resta suspendu en l'air comme une guillotine. Maître Solange Girard n'était pas seulement une avocate, c'était un prédateur. Elle ne négociait pas, elle éviscérait. L'engager était une déclaration de guerre. Philippe s'enfonça dans son fauteuil de direction. La vue panoramique sur la ville qu'il commandait lui semblait soudain être une cruelle plaisanterie. Il s'attendait à ce que Geneviève soit en colère. Il s'attendait à une période de silence glacial, à dormir dans des ailes séparées de l'hôtel particulier. Il avait même prévu le budget pour un somptueux cadeau d'excuses, un rare diamant rose, peut-être, ou un autre domaine attenant à leur château actuel. Il avait, dans son arrogance monumentale, supposé que leur mariage, comme tout le reste dans sa vie, était une affaire. Et dans les affaires, chaque problème avait un prix. Il n'avait jamais, pas un seul instant, envisagé que Geneviève le quitte réellement. Les Valois ne divorcent pas. C'était une règle non écrite, une pierre angulaire de leur image dynastique. Ils traversaient les tempêtes, ils présentaient un front uni, et ils géraient leurs indiscrétions avec une efficacité discrète et impitoyable. Que Geneviève rompe avec cette tradition n'était pas seulement un rejet personnel, c'était un acte de trahison envers l'empire qu'il avait bâti. « Passez-la-moi au téléphone », aboya Philippe d'une voix grave. « Elle ne prend pas vos appels, Philippe, » répondit Étienne, anticipant déjà l'ordre. « Toutes les communications doivent passer par le cabinet de maître Girard. »
Philippe frappa du poing sur le vaste bureau en acajou, l'impact faisant trembler une série de récompenses et de photos de famille. Une rage, pure et absolue, le submergea. C'était une émotion qu'il ressentait rarement. De la frustration, oui, de l'impatience, souvent, mais la rage était inefficace. Elle obscurcissait le jugement. Pourtant, à cet instant, c'était tout ce qu'il pouvait ressentir. Comment osait-elle après tout ce qu'il lui avait donné, le style de vie, le prestige, le nom? Il l'avait sortie d'une relative obscurité, une belle étudiante en histoire de l'art, et en avait fait une reine. Et sa action était là sa récompense. Sa fureur initiale laissa bientôt place à une pointe de peur froide et inhabituelle. Il ne s'agissait pas seulement de son image, il s'agissait de Geneviève. Il repensa à la nuit du gala, au calme glaçant dans ses yeux lorsqu'elle lui avait dit de partir. Il avait confondu son sang-froid avec de la faiblesse, avec le prélude d'un pardon éventuel. Il comprenait maintenant que c'était quelque chose de bien plus dangereux, de la détermination. Il lança une campagne effrénée et désespérée pour la reconquérir, une campagne aussi mal conçue que pathétique. Il envoya un camion entier de ses fleurs préférées, de rares roses black baccarat, à l'hôtel particulier. Elles furent renvoyées intactes. Il fit livrer par un coursier spécial un collier sur mesure de chez Cartier, orné d'une émeraude de la taille d'un œuf de rouge-gorge. L'écrin fut retourné non ouvert, avec un mot sec du cabinet de Solange Girard, indiquant que Madame de Valois n'acceptait aucun cadeau. Il tenta de se servir de leur fils, Mathieu. Il l'appela à Sciences Po. Sa voix, un mélange soigneusement calibré d'inquiétude paternelle et de fierté blessée. « Ta mère ne pense pas clairement, mon garçon, » lui dit-il. « Elle a subi beaucoup de stress. Cette situation désagréable avec mademoiselle Lefèvre n'est qu'un malentendu. Mais ta mère a pris ça dans des proportions démesurées. Elle ne veut pas m'écouter. Peut-être t'écoutera-t-elle. » L'appel ne se déroula pas comme prévu. Mathieu, qui avait hérité de l'intelligence tranquille et de la clarté morale de sa mère, ne se laissait pas manipuler si facilement. « J'ai parlé à maman ce matin. »« Papa, » répondit Mathieu, la voix froide, empreinte d'une déception qui coupa Philippe plus profondément qu'aucune colère n'aurait pu le faire. « Elle m'a tout raconté. Comment as-tu pu, après tout ce qu'elle a fait pour cette famille, pour toi, ne me demande pas d'être ton médiateur. Tu as créé ce gâchis, répare-le. » Le monde qui se pliait autrefois à la volonté de Philippe refusait désormais de céder. Son conseil d'administration, autrefois une simple chambre d'enregistrement pour chacune de ses décisions, convoqua une réunion d'urgence. Le scandale affectait le cours des actions. La marque des valeurs familiales que la Fondation de Valois cultivait si soigneusement était devenue la risée de tous. Ils exigeaient une déclaration, un plan, une résolution rapide. Pour la première fois de sa vie professionnelle, Philippe sentit l'emprise glaciale de sa propre vulnérabilité. Pendant ce temps, la frénésie médiatique était implacable. Chloé Lefèvre, loin d'être le problème instable et facile à gérer que Philippe avait prétendu, s'avérait être une joueuse magistrale devant le tribunal de l'opinion publique. Elle accorda une interview exclusive et larmoyante à une grande chaîne de télévision, se dépeignant comme une jeune femme naïve, emportée par un homme plus âgé, puissant et manipulateur. Elle parla de ses promesses d'avenir ensemble, de l'enfant qu'il avait prétendument, désespérément voulu. Il m'a dit que son mariage était une imposture, murmura-t-elle, essuyant avec un mouchoir une larme parfaitement synchronisée. Un arrangement commercial. Il disait que son cœur n'y était plus. Il a dit qu'il m'aimait. Chaque mot était un poignard soigneusement forgé et dirigé vers Geneviève, conçu pour la dépeindre comme l'épouse froide et sans amour qui avait poussé son mari dans les bras d'une autre. Mais le public, pour la plupart,
n'y croyez pas. Les années de dignité silencieuse de Geneviève, son soutien indéfectible à de nombreuses œuvres caritatives et sa réputation de gentillesse sincère avaient bâti une formidable réserve de bienveillance. Elle était perçue comme la partie lésée, l'épouse distinguée qui avait été publiquement humiliée. Son silence face au scandale ne fit qu'amplifier sa mystique et sa force perçue. Désespéré et à court d'options, Philippe décida d'un dernier geste dramatique. Il savait que Geneviève promenait toujours son lévrier borzoi adoré, Caspian, dans le jardin du Luxembourg près de chez eux, tous les matins à 7 heures précises. C'était un rituel sacré depuis des années. Il arriva avant elle, renvoyant son chauffeur et se tenant dans l'air vif du matin, un homme complètement hors de son élément. Il avait l'habitude d'être isolé du monde, transporté d'un environnement climatisé à un autre. Ici, parmi les promeneurs de chiens et les joggeurs matinaux, il n'était qu'un homme ordinaire, quand il la vit approcher. Une silhouette grande et élégante en pantalon tailleur et pull en cachemire. Son cœur fit un bond. Elle avait l'air différente. Libérée du poids de ses attentes, elle semblait plus légère, sa posture plus détendue, un sourire subtil jouant sur ses lèvres, alors qu'elle regardait Caspian courir après un écureuil. Il sortit de derrière un grand chêne qui bloquait son chemin. « Geneviève, dit-il, la voix rauque. » Elle s'arrêta, sa main se resserrant sur la laisse. Son visage, qui avait été si serein, se durcit en un masque de polie indifférence. « Philippe, tu ne devrais pas être ici. »« Je devais te voir, dit-il, en faisant un pas en avant. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas vivre sans toi. »« Tu semblais pourtant très bien t'en sortir il y a quelques mois, » rétorqua-t-elle, la voix dégoulinante de glace. « C'était une erreur. La plus grande erreur de ma vie, plaida-t-il, la voix brisée. J'ai été un idiot, j'ai été arrogant, je t'ai tenue pour acquise, je le sais maintenant. Il fit un autre pas, et là, dans un mouvement qui serait capturé par l'objectif longue focale d'un paparazzi et étalé en première page de tous les journaux le lendemain, le titan de l'industrie, l'homme qui faisait bouger les marchés d'un simple coup de téléphone, tomba à genoux sur l'herbe humide du parc. « Je t'en prie, Geneviève, » supplia-t-il, la voix étranglée par un désespoir tragiquement réel. Il tendit la main et saisit la sienne, son étreinte étonnamment forte. « Ne me quitte pas, pardonne-moi, nous pouvons réparer ça. Je ferai n'importe quoi. Je mettrai fin à tout avec Chloé. Je ferai des excuses publiques. Je te donnerai tout ce que tu veux. » Geneviève regarda l'homme agenouillé devant elle, le grand Philippe de Valois à genoux. C'était un spectacle qu'elle n'aurait jamais cru voir. Une partie d'elle, la partie qui se souvenait encore du jeune homme dont elle était tombée amoureuse, ressentit une lueur de pitié, mais elle fut rapidement éteinte par la froide et dure réalité de sa trahison. Elle retira lentement, délibérément, sa main de sa prise. « Il est trop tard, Philippe, » dit-elle, sa voix douce mais inébranlable. « Tu ne supplies pas pour m'avoir, tu supplies pour ton entreprise, pour ta réputation, pour ton empire. Tu as brisé quelque chose entre nous qui ne peut être réparé avec des excuses ou des cadeaux hors de prix. Tu as brisé ma confiance. » Elle le regarda une dernière fois, un homme réduit à une figure désespérée et pathétique. « Lève-toi, Philippe, » dit-elle, la voix dénuée de malice, remplie seulement d'une finalité profonde et inébranlable. « Tu fais une scène. » Sans un mot de plus, elle se détourna et s'éloigna, sa démarche élégante ne faiblissant jamais, laissant le milliardaire agenouillé seul dans la rosée du matin, les ruines de sa vie parfaite éparpillées autour de lui.
Tandis que Philippe était occupé à orchestrer sa vaine campagne de contrition, Geneviève avançait avec la précision calme et calculée d'un grand maître d'échecs. Ses rencontres avec maître Solange Girard n'étaient pas des affaires émotionnelles et pleines de larmes, c'étaient des séances de stratégie. Solange, une femme à l'esprit vif comme un rasoir et à la garde-robe assortie, fut immédiatement impressionnée par le sang-froid et la clarté de sa nouvelle cliente. La plupart des femmes dans votre position sont des épaves, avait fait remarquer Solange lors de leur première rencontre dans son cabinet. Une étendue minimaliste de verre et d'acier surplombant la scène. Elle hurle vengeance ou se noie dans le chardonnay. Vous êtes différente, vous êtes concentrée. J'ai eu beaucoup de temps pour m'y préparer, même si je ne le savais pas, avait répondu Geneviève, les mains reposant calmement sur la table polie. Mon but n'est pas la vengeance, Solange. C'est une dissolution propre, discrète et équitable d'un partenariat. Mais ne vous y trompez pas, je ne me laisserai pas prendre pour une idiote. Geneviève fournit à Solange un aperçu exhaustif des actifs des Valois. Pas seulement les avoirs déclarés publiquement, mais le réseau complexe de comptes offshore, de sociétés écrans et d'entreprises de capital investissement que Philippe avait toujours géré avec un secret obsessionnel. Pendant des années, alors que Philippe la voyait comme une épouse décorative et docile, Geneviève avait été attentive. Elle avait lu les rapports financiers qu'il laissait sur son bureau. Elle avait écouté ses appels téléphoniques nocturnes et elle s'était fait un devoir de comprendre l'empire qu'elle avait aidé à bâtir. « Il pense que mon nom n'est qu'un atout social », expliqua Geneviève. Mais la Fondation de Valois, que je dirige seule depuis 20 ans, détient un portefeuille important et souvent négligé d'œuvres d'art et de biens immobiliers. Mon contrat de mariage a 25 ans. Je soupçonne qu'il ne tiendra pas la route face à ces récents manquements moraux. Les lèvres fines de Solange s'étaient incurvées en un sourire de prédateur. « Oh, ça va être un délice !» avait-elle ronronné. Alors que la bataille juridique s'aiguisait en coulisses, un nouveau développement inattendu commença à jeter le doute sur l'affirmation centrale du scandale. Béatrice, l'amie de Geneviève, marchande d'art d'une loyauté féroce, avait décidé de faire ses propres recherches. Béatrice avait un réseau de contacts qui rivalisait avec les services de renseignement. Une toile d'artistes, de propriétaires de galeries, de mondains et de commères qui voyaient et entendaient tout. « Quelque chose cloche avec cette fille Lefebvre », avait dit Béatrice lors d'un déjeuner dans un restaurant discret de la capitale. Elle est sortie de nulle part. Un instant, elle joue dans des petits théâtres parisiens dont personne n'a jamais entendu parler. L'instant d'après, elle est au bras d'un milliardaire. C'est trop parfait. Les instincts de Béatrice étaient, comme d'habitude, impeccables. Elle commença par se renseigner au sein de la communauté des acteurs. Les retours étaient unanimes. Chloé Lefebvre n'était pas connue pour son talent, mais pour son ambition. C'était ce qu'on appelle une arriviste. Quelqu'un qui cherchait toujours une faille, un raccourci vers le sommet. La première faille majeure dans l'histoire de Chloé vint d'une source improbable. Une ancienne assistante personnelle mécontente. La jeune femme qui avait été renvoyée pour une infraction mineure était plus qu'heureuse de parler à l'enquêteur privé de Béatrice. « Enceinte, tu parles », s'était moquée l'assistante. « Ça fait des années qu'elle parle de piéger un homme riche avec un ventre arrondi. C'était son plan A. » Elle garde une collection de faux ventres en silicone dans son placard, de différentes tailles pour les différents trimestres. Elle les appelait ses petits assistants. C'était une bombe. Mais c'était des ouï-dire, il leur fallait des preuves. La preuve est venue d'un angle plus technique. L'équipe juridique de Solange Girard, agissant sur cette piste, a exigé les dossiers médicaux de la clinique UP où Chloé était censée avoir passé sa première échographie. Au début, la clinique, invoquant le secret médical, a refusé.
mais sous la menace de lourdes sanctions pénales, elle s'est exécutée. Les dossiers étaient un véritable gâchis. Les dates étaient incohérentes. Le médecin qui était censé avoir signé le rapport initial était en vacances à l'île Maurice le jour du prétendu rendez-vous. Fait plus accablant encore, l'image de l'échographie que l'équipe de Chloé avait stratégiquement divulguée à un tabloïd complaisant s'est avérée être une image de banque de données facilement achetable sur Internet. C'était un faux. Simultanément, Philippe, désormais dans un état de panique quasi totale, menait sa propre enquête effrénée. L'humiliation publique de s'agenouiller dans le parc avait été un tournant. Son désespoir ne concernait plus seulement la perte de Geneviève. Il s'agissait du fait d'avoir été pris pour un imbécile. Son ego, moteur de toute son existence, ne pouvait le supporter. Il lança sa propre équipe d'impitoyables enquêteurs d'entreprise sur la vie de Chloé. C'étaient des hommes qui se spécialisaient normalement dans les OPA hostiles et l'espionnage industriel, et ils déchiquetèrent la façade soigneusement construite de Chloé avec une efficacité brutale. Ils découvrirent un historique de petites arnaques, de liaisons avec des hommes riches, d'une traînée de dettes et de promesses brisées. Et puis ils trouvèrent la preuve irréfutable. Ils déterrèrent une série de SMS cryptés entre Chloé et un homme nommé Lucas. Lucas était un acteur de seconde zone, et comme il s'est avéré, le petit ami de longue date de Chloé, avec qui elle rompait et se remettait sans cesse. Les messages étaient la chronique détaillée de toutes leurs machinations. Lucas, il y croit vraiment. Le bébé, il a mordu à l'hameçon, disait Chloé. Il est tellement arrogant qu'il ne peut imaginer que quelqu'un oserait lui mentir. Il pense que je suis juste une actrice idiote impressionnée par son gros compte en banque. Lucas demandait « Quand serons-nous payés ? J'en ai marre de ce taudis. » Chloé répondait « Patience, mon amour. D'abord le scandale, ensuite le divorce. Il me paiera des millions pour que je disparaisse discrètement et que je ne perturbe pas la procédure. Il considérera ça comme une dépense professionnelle. Nous serons à Saint-Barth pour Noël. » Les messages étaient un plan de chantage d'un sang-froid absolu. Il n'y avait pas de bébé, il n'y avait pas d'histoire de cœur. C'était une escroquerie méticuleusement planifiée. Et Philippe de Valois avait été le pigeon. Philippe était assis dans le bureau de son avocat, fixant les relevés imprimés des SMS, une rage froide et nauséeuse montant dans son estomac. Il avait été joué. Sa conquête de Chloé, qu'il avait perçue comme une amourette palpitante et flatteuse pour son ego, avait été un piège calculé. Il avait risqué son mariage, son entreprise et sa réputation pour un mensonge. Son premier instinct fut de détruire Chloé, de divulguer les messages, de la traîner en justice pour la réduire à néant, de s'assurer qu'elle ne travaillerait plus jamais dans le cinéma français ou ailleurs. Maître Étienne Moreau, son avocat, le lui déconseilla fortement. « Si vous faites ça, vous admettez à la face du monde que vous avez été assez naïf pour vous faire avoir par une actrice de série C, dit Étienne d'un ton brutal. Cela vous fait paraître faible, stupide, et cela ne résout pas votre problème principal, Geneviève. Pour le moment, elle divorce de vous pour infidélité. Cela fait de vous un homme sans scrupules, mais un homme puissant et viril. Si ça sort, elle divorcera de vous pour avoir été un idiot monumental. Selon vous, qu'est-ce qui est pire pour la marque Valois ? Philippe voyait la logique froide et implacable de ce conseil, mais il était pris au piège. Il avait les preuves pour démasquer Chloé, mais le faire signifierait admettre l'ampleur totale et humiliante de sa propre stupidité. Il lui restait une dernière carte à jouer. Il devait faire parvenir ces informations à Geneviève. Il devait lui prouver que, bien qu'il ait été un imbécile, il n'avait pas, au sens strict, été infidèle de la manière qu'elle imaginait. Il croyait avec la dernière once de son espoir désespéré que cette vérité pourrait être son salut.
Il pensait qu'en prouvant que la grossesse était un mensonge, il pourrait en quelque sorte réparer les dégâts, remonter le temps. Il envoya une copie de l'enquête complète, le témoignage de l'ex-assistante, l'analyse de la fausse échographie et les SMS accablants dans une enveloppe scellée à Geneviève, remise par un coursier de confiance directement à l'hôtel particulier. Il inclut un simple mot manuscrit. Geneviève, j'ai été un idiot, mais je n'étais pas le père d'un enfant qui n'a jamais existé. Tout cela était un mensonge. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, Philippe. Il attendit, l'imaginant lire les documents, le choc, la prise de conscience. Il l'imaginait l'appeler, peut-être pas avec le pardon, mais avec une nouvelle compréhension, une volonté de discuter. Il avait, comme toujours, complètement tort sur ce qu'elle ferait ensuite. Geneviève était assise dans son bureau baigné de soleil, le dossier étalé sur son bureau ancien. Elle lut chaque mot avec une concentration calme et détachée. Elle ne ressentit aucun choc, aucune surprise. D'une certaine manière, elle avait toujours su que la vérité serait quelque chose de sordide et de transactionnel. C'était, après tout, le monde de Philippe. Lorsqu'elle eut fini de lire, elle ne ressentit aucun soulagement. Elle ne ressentit aucun regain d'espoir pour son mariage. Elle ressentit une tristesse profonde et lasse. Elle regarda le mot de Philippe, son écriture désespérée et bouclée. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait que le cœur de sa trahison était le bébé. Il pensait qu'en prouvant que l'enfant était une fiction, il pourrait effacer son péché. Il ne comprenait pas que la trahison n'était pas la conséquence, mais l'acte lui-même. Les mensonges, les cachotteries, la volonté de chercher du réconfort et de l'excitation dans les bras d'une autre femme. Le fait qu'il ait été si facilement dupé par une manipulatrice aussi transparente ne le rendait pas moins coupable. Cela le rendait simplement pathétique. Elle décrocha le téléphone, mais elle n'appela pas Philippe. Elle appela Solange Girard. « Solange, dit-elle d'une voix aussi claire qu'une cloche, j'ai de nouvelles informations. Il semble que M. de Valois ait été victime d'un canular sophistiqué. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Eh bien, dit Solange avec une pointe d'amusement dans la voix, cela change certainement les choses. C'est un excellent moyen de pression. Nous pouvons le détruire devant le tribunal de l'opinion publique. Il vous donnera n'importe quoi pour que ça disparaisse. » « Non, dit fermement Geneviève. Nous n'utiliserons pas du tout ces informations. » Solange resta silencieuse un instant, sincèrement surprise. « Je ne comprends pas. C'est là tout dans votre manche. » « Il n'a jamais été question de moyens de pression, expliqua Geneviève, le regard errant par la fenêtre vers le ciel infini. Et il n'a jamais été question du bébé. C'était la rupture de confiance. Ces informations ne changent rien à cela. Elles ne font que l'aggraver. Divulguer cela ne créerait qu'un cirque plus grand et plus laid, et je n'y soumettrais ni mon fils ni moi-même. Cela ferait de moi une complice de leur petit drame sordide. Elle prit une profonde inspiration. Nous procédons au divorce comme prévu, proprement, discrètement et de manière décisive. Ces informations doivent rester privées. L'humiliation de Philippe est son propre problème. Ma dignité m'appartient. À cet instant, Geneviève de Valois ne faisait pas que demander le divorce. Elle prenait le contrôle du récit, refusant d'être définie par le scandale de son mari, qu'il soit réel ou fabriqué. Elle choisissait une voie de force tranquille, une voie que Philippe, avec tout son pouvoir et sa richesse, était totalement incapable de comprendre. La guerre n'était pas terminée, mais elle avait déjà gagné la bataille qui importait le plus, celle pour sa propre âme. Le décor du dernier acte n'était pas une salle d'audience, mais l'endroit où tout avait commencé, le vaste hôtel particulier de la capitale.
Philippe, n'ayant reçu aucune réponse à ces preuves fracassantes, était devenu de plus en plus frénétique. Il avait finalement, grâce à une combinaison de supplications et de menaces voilées envers sa propre équipe juridique, réussi à obtenir ce que Solange Girard avait froidement appelé une réunion de règlement final. Il s'illusionnait en croyant que c'était sa chance de se réconcilier, d'utiliser la vérité sur l'arnaque de Chloé pour reconquérir Geneviève. Geneviève avait accepté cette rencontre pour une seule raison, signer les papiers et rompre le dernier lien. Elle voulait que cela se fasse chez elle, selon ses termes, un acte symbolique final de réappropriation de son espace. Il arriva, le visage tiré. Les dernières semaines avaient laissé des traces visibles. Son costume sur mesure semblait flotter sur lui, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux qu'aucune somme d'argent ne pouvait dissimuler. Il entra dans le salon, un espace autrefois si familier, et trouva Geneviève debout près de la fenêtre, se découpant en silhouette contre le soleil couchant. Elle portait une robe couleur crème, simple et élégante, et elle avait l'air d'une sérénité à couper le souffle. Maître Solange Girard et maître Étienne Moreau étaient assis aux extrémités opposées d'une grande table en verre, une montagne de paperasses les séparant, telle une chaîne de montagnes miniatures. « Geneviève, commença Philippe d'une voix éraillée. Il ignora complètement les avocats. « As-tu reçu le dossier que j'ai envoyé ? As-tu vu ?»« Que oui, je l'ai vu, dit-elle en se tournant vers lui. Son expression était placide, ne trahissant rien. Une vague de soulagement envahit son visage. Alors tu vois, tout cela n'était qu'un mensonge, une arnaque. J'ai été un idiot, je l'admets. Un idiot fini. Mais il n'y a pas de bébé. Il n'y a jamais eu de bébé. Ça change tout, n'est-ce pas ? Geneviève le regarda et pour la première fois, elle ressentit un profond sentiment de pitié. Il ressemblait à un enfant qui avait brisé un vase inestimable et pensait qu'en cachant les morceaux, il pourrait rendre le vase à nouveau intact. « Non, Philippe, dit-elle d'une voix douce mais ferme, ça ne change rien. » Son visage s'affaissa. « Quoi ? Comment peux-tu dire que je ne t'ai pas trahi de la façon dont tu le pensais ? C'était une arnaque. »« Oh, tu m'as trahi, dit-elle en faisant un pas vers lui. Ne pense pas une seconde que tu ne l'as pas fait. Tu penses que la trahison était un enfant hypothétique. La trahison, Philippe, c'était chaque mensonge que tu m'as dit au cours de l'année passée. C'était chaque nuit tardive que tu as imputée au travail. C'était chaque voyage secret sur la Côte d'Azur. C'était le fait que tu as cherché du réconfort et de l'excitation, non pas auprès de moi, mais auprès d'une imposture bon marché et transparente, comme Chloé Lefèvre. Elle prit le dossier sur une table d'appoint. « Ceci, dit-elle en le brandissant, ne t'absout pas, ça te condamne. Ça prouve que tu étais prêt à risquer nos 25 ans, le bonheur de notre fils et la réputation de cette famille pour une femme qui te prenait pour un imbécile. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a moins trompé, Philippe. Ça fait juste de toi un trompeur stupide. » Chaque mot était une fléchette parfaitement ciblée, perçant son ego, son déni, son dernier espoir désespéré. Il la regarda, sans voix. « Tu es venu ici aujourd'hui en pensant que cette information était ta carte de sortie de prison gratuite, continua-t-elle, la voix montant avec une passion contrôlée. Tu pensais pouvoir me brandir ce dossier au visage et que je serais tellement soulagée qu'il n'y ait pas de bébé que j'oublierais tout le reste. Tu ne me vois toujours pas, n'est-ce pas ? Après toutes ces années, tu vois une partenaire d'affaires, un atout, quelque chose à gérer. Tu n'as aucune idée de qui je suis. » Elle jeta le dossier sur la table entre les avocats. « Et pour information, ton petit problème est sur le point de se résoudre de lui-même. » Comme sur un signal, le téléphone de Solange Girard vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, une lueur de triomphe dans les yeux. Elle regarda Philippe.
Il semble que mademoiselle Lefèvre ait un nouveau bienfaiteur. Elle vient d'être photographiée à Monaco sur le yacht de l'oligarque Henri de Montfort. L'histoire qui sort en ce moment même est qu'elle a tragiquement perdu l'enfant. Elle invente déjà une nouvelle histoire de chagrin d'amour et de résilience. Elle est passée à autre chose, Philippe. Ton petit secret sordide est à l'abri, non pas grâce à ton pouvoir, mais parce que ta maîtresse a trouvé un pigeon plus riche. La nouvelle que Chloé l'ait écartée si rapidement et si facilement pour un autre milliardaire fut l'humiliation écrasante finale. Il n'avait été rien de plus qu'un tremplin. Il regarda le visage suffisant de Solange, puis le visage compatissant de Geneviève, et tout le poids de son échec s'abattit sur lui. « Je t'ai aimée, Geneviève », murmura-t-il, les mots sonnant creux même à ses propres oreilles. « Quelque part sous tout ça, je t'ai aimée. »« Je sais, dit-elle, et la tristesse dans sa voix était sincère. « Je t'ai aimée moi aussi, mais nous ne sommes plus ces personnes, et je ne peux pas vivre ma vie en pleurant en fantôme. » Elle se dirigea vers la table et prit un stylo. D'une main ferme, elle commença à signer les papiers du divorce. Sa signature, un trait fluide et décisif sur chaque page. Le bruit du stylo sur le papier épais était le seul bruit dans la pièce, une fin silencieuse et définitive à une époque. Lorsqu'elle eut terminé, elle poussa la pile vers maître Étienne Moreau. « À ton tour, Philippe, » dit-elle doucement. Il regarda les papiers, sa signature, la froide et noire finalité de tout cela. C'était ça, la fin de son mariage, la fracture de son empire, la perte de la seule personne qui avait été son point d'ancrage, qu'il l'ait apprécié ou non. Il trébucha en avant et s'effondra sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Un sanglot sec et rauque s'échappa de lui. Le grand Philippe de Valois brisé, non pas par un krach boursier ou un raideur d'entreprise, mais par sa propre et profonde folie irréparable. Étienne Moreau, toujours pragmatique, poussa doucement les papiers devant son client. « Philippe, dit-il doucement, vous devez signer. » Lentement, comme un homme évoluant sous l'eau, Philippe releva la tête. Il prit le stylo. Sa main trembla alors qu'il signait son nom, sa propre signature, d'habitude un trait audacieux et confiant, ressemblant désormais au gribouillage d'un homme brisé. C'était fait. Geneviève l'observa un long moment. Il n'y avait aucun triomphe en elle, seulement un vaste vide douloureux. Elle avait gagné, elle était libre. Mais le prix avait été la vie qu'elle avait connue pendant un quart de siècle. Elle se retourna et sortit de la pièce sans se retourner. Elle alla dans sa chambre, celle qu'elle avait déjà redécorée, la purgeant de sa présence. Elle sortit sur la terrasse privée et respira l'air frais de la nuit. La ville scintillait en contrebas, un univers d'1 million de lumières, d'1 million d'histoires. Sa propre histoire était enfin véritablement la sienne. La cage, bien que dorée, était ouverte, et elle était prête à s'envoler. Dans les mois qui suivirent la signature des papiers du divorce, le monde des Valois subit un bouleversement sismique. Le divorce fut finalisé avec une absence inhabituelle de drame public. Solange Girard, fidèle à sa parole et aux souhaits de Geneviève, avait négocié un accord à la fois stupéfiant par son ampleur et totalement privé dans ses détails. Geneviève conserva l'hôtel particulier, la fondation de Valois et une part importante de la collection d'art qu'elle avait si amoureusement constituée au fil des ans. Plus important encore, elle conserva sa dignité. Philippe, fidèle à lui-même, tenta de manipuler le récit. Sa machine de relations publiques publia un communiqué parlant d'une séparation amicale et d'une décision mutuelle d'aller de l'avant en tant qu'amis et coparents. Mais les photos de lui agenouillé dans le parc
et les histoires de son désespoir public avaient déjà ancré une réalité différente dans l'esprit du public. Il était devenu un exemple à ne pas suivre, le symbole d'un homme puissant mis à terre par sa propre démesure. Son empire commercial, bien que toujours vaste, avait perdu son éclat d'invincibilité. Le cours de l'action s'est stabilisé, mais la magie avait opéré. Le nom de Valois traînait désormais avec lui un léger parfum de scandale et de bêtise. Il se retira de la scène publique, devenant un quasi-ermite dans l'une de ses nombreuses propriétés, un vaste domaine isolé à Deauville. Il était entouré de richesses, mais dépourvu de la seule chose dont il réalisait maintenant qu'il avait cruellement besoin, le partenariat sincère et la force tranquille que Geneviève lui avait apportée. Il voyait occasionnellement son fils Mathieu, mais leurs interactions étaient tendues, chargées du poids de la profonde déception de Mathieu. Chloé Lefebvre, comme prévu, s'éteignit de façon spectaculaire. Son idylle avec Henri de Montfort fut de courte durée, se terminant lorsque la redoutable épouse de l'oligarque découvrit la liaison. Elle se retrouva de nouveau sur la touche, son quart d'heure de gloire ayant expiré. La notoriété qu'elle avait acquise grâce au scandale Valois jouait désormais contre elle. Aucun réalisateur sérieux ne voulait d'elle, et les hommes riches qu'elle avait autrefois ciblés la considéraient désormais comme toxique. C'était une arnaqueuse qui avait été démasquée, non pas par les médias, mais par la dignité silencieuse et inattaquable de la femme qu'elle avait tenté de détruire. Et Geneviève s'épanouit. Elle se jeta dans le travail de la fondation de Valois avec une vigueur renouvelée et une vision claire et singulière. Libérée des contraintes d'être la femme de Philippe, elle devint une force redoutable à part entière. Elle réorienta les objectifs de la fondation, s'éloignant des galas mondains tape à l'œil pour se tourner vers des projets de terrain plus percutants. Elle finança des refuges pour les femmes, fuyant des situations familiales toxiques, créa des bourses pour les étudiantes défavorisées dans les affaires et la finance, et mit en place un programme de mentorat associant des femmes leaders établies à de jeunes femmes qui commençaient tout juste leur carrière. Elle vendit le célèbre saphir des Valois. Les enchères à l'hôtel Drouot furent un événement mondial, et le collier atteignit un prix astronomique. Geneviève fit don du moindre centime aux nouvelles branches de sa fondation. Lorsqu'un journaliste lui demanda pourquoi elle avait vendu une pièce aussi légendaire, sa réponse fut simple et directe. « C'était un magnifique bijou, dit-elle, son sourire sincère et détendu. Mais il représentait une partie de ma vie qui est révolue. Je préfère que sa valeur serve à construire des avenirs plutôt qu'à orner mon cou. Mon passé n'est pas à vendre, mais mon avenir m'appartient pour le créer. » L'hôtel particulier, autrefois un palais silencieux et solitaire, était désormais empli de vie et de rire. Elle organisait des salons pour des artistes, des penseurs et des militants. Elle donnait des dîners intimes avec un cercle restreint d'amis, dont la toujours loyale Béatrice. Elle voyageait non pas pour des apparitions programmées, mais pour elle-même. Elle fit des fouilles archéologiques en Égypte, des randonnées en Patagonie, et retourna dans la petite galerie d'art à Paris, où elle avait rencontré pour la première fois un jeune homme ambitieux avec une étincelle dans les yeux. Elle ressentit un pincement de nostalgie, mais aucun regret. Un soir, environ 1 an après le divorce, elle organisait une petite réception. Mathieu était rentré de Sciences Po pour le week-end et il avait amené une amie, une jeune femme brillante qui étudiait le droit international. Le bruit des conversations intelligentes et des rires faciles emplissait la pièce. Geneviève regardait son fils, voyait l'homme qu'il devenait, honorable, gentil et avec un profond respect pour les femmes qui avaient tant fait défaut à son père. Béatrice vint se tenir à ses côtés, une coupe de champagne à la main. « Regarde-toi, dit Béatrice d'une voix douce. Tu es heureuse. » Geneviève sourit, un vrai sourire sans réserve qui atteignit ses yeux.
Je le suis, dit-elle. C'est un type de bonheur différent de ce à quoi je m'attendais. C'est plus calme, mais c'est le mien. Elle n'était plus Madame Philippe de Valois, l'épouse du milliardaire. Elle était Geneviève de Valois, une philanthrope, une mère, une leader, une femme qui avait traversé le feu de l'humiliation publique et du chagrin privé et qui en était ressortie non seulement intacte, mais plus forte, plus pure et enfin véritablement libre. La cage dorée était un souvenir et à sa place, elle avait bâti un héritage. Merci de vous être joint à nous dans cet incroyable voyage fait de trahison, de résilience et de triomphe ultime. L'histoire de Geneviève de Valois prouve que le véritable pouvoir ne se mesure pas en milliards d'euros ou en gros titres de journaux, mais à la force inébranlable de son propre caractère. C'est un rappel que même lorsque votre monde vole en éclats, vous avez le pouvoir de le reconstruire, plus fort et plus beau qu'avant. Si l'histoire de Geneviève vous a ému, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous le faire savoir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa propre force intérieure. Et pour plus de drames de la vie réelle qui vous tiendront en haleine, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Qu'avez-vous pensé de la chute finale de Philippe? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons tous. D'ici la prochaine fois, restez forts et écrivez votre propre histoire.